Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc nous parlions de l'atome et nous voulions savoir comment les électrons se répartissent dans les atomes et nous parlions de l'hélium avec 2 électrons. Donc on a le noyau de l'hélium avec 2 protons et des orbites, des orbitales pour n égale 1, n égale 2. Et on a 2 électrons. Les électrons étant des fermions, ils ne peuvent pas être dans le même état. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Une orbitale est donnée par NLM. Pour ces 3 valeurs fixées, cela correspond à une seule possibilité, un seul état. Mais il faut aussi tenir compte du fait que les électrons ont un spin. Et l'électron a donc 2 états de spin, plus 1,5 et moins 1,5. On peut donc placer 2 électrons sur une même orbitale. Et donc, ils sont tous les deux sur l'orbitale n égale 1 avec des spins opposés. L'atome suivant, c'est le lithium, qui a 3 protons et donc 3 électrons. Pour n égale 1, on a déjà 2 électrons. Les valeurs de L et M sont 0 dans ce cas-là, et donc, une seule possibilité, on a mis 2 électrons pour les 2 états de spin, le troisième n'a plus de place. Le troisième va donc se mettre sur l'orbitale n égale 2, avec une augmentation quelconque de son spin. En fait, sur cette deuxième orbitale, on pourrait mettre beaucoup plus d'électrons, parce que pour n égale 2, soit on a L égale M égale 0, soit L est égal à 1, et M alors peut valoir plus ou moins 1 plus 1 ou moins 1. Ça donne 3 possibilités, et pour 2 états de spin, on peut donc mettre jusqu'à 6 électrons sur l'orbitale n égale 2. Notons que le troisième électron a une énergie plus grande que les 2 autres. Il est situé plus loin du noyau. Et en procédant ainsi de la sorte, on obtient la répartition des électrons de tous les atomes. Avec parfois quelques petites complications, parce que dans les plus hautes énergies, les plus grandes orbitales, on a parfois des niveaux d'énergie qui sont très proches entre 2 orbitales, et les électrons viennent perturber l'ensemble parce qu'ils ont une charge électrique négative, tous, et donc ils se repoussent, ce qui provoque des perturbations et peut faire changer légèrement les niveaux, et donc compliquer un petit peu la répartition des électrons. Et donc, comme les électrons sont de plus en plus éloignés au fur et à mesure qu'on les ajoute, cela explique la taille des atomes. Plus d'électrons implique un atome plus gros, en fait avec quelques irrégularités, parce que quand la charge du noyau augmente, cela rapproche les électrons, et donc, au fur et à mesure qu'on les met, l'atome a tendance à diminuer, et puis quand on passe aux orbitales suivantes, il prend tout d'un coup de la taille dans la liste. Donc on a une variation un peu en dents de scie, avec des atomes de plus en plus gros. De plus, comme j'ai dit, sur la deuxième orbite, ici on peut mettre jusqu'à 6 électrons. Et ces places libres, sur la dernière orbitale qui est occupée, permettent d'y loger d'autres électrons avec une énergie plus faible que s'ils avaient dû se mettre sur une orbitale plus élevée, par exemple dans celle d'un autre atome. Les atomes ont donc tendance à mettre en commun les électrons afin de remplir complètement les orbitales, de diminuer l'énergie totale, qui est alors libérée sous forme de photons, de chaleur, et cela lie ces atomes ensemble qui forment alors des molécules. Cette répartition des électrons
explique donc aussi les propriétés chimiques. Par exemple, l'oxygène, qu'on note O, a 2 places libres dans sa dernière orbitale, et donc il échange volontiers cette place avec l'électron d'un atome d'hydrogène, formant ainsi une molécule H2O qui n'est rien d'autre que l'eau. Un autre exemple, le sodium a un électron solitaire situé assez loin et qui va se placer volontiers sur une orbite plus basse, d'énergie plus faible, et le chlore a une telle place libre, ce qui forme la molécule NaCl, chlorure de sodium, qui n'est rien d'autre aussi que le sel de cuisine. Et donc, la structure des électrons, alors quand on rentre dans les détails, il faut tenir compte de la forme des orbitales. C'est important par exemple pour le carbone. Ça donne des orientations dans l'espace de ces liaisons moléculaires. Donc c'est toute une technique pour étudier tout ça. Ça s'apprend dans un cours de chimie universitaire. Et il est amusant de voir que sans le principe de Pauli, tout ça ne marcherait pas. Les électrons ne mettraient pas des orbitales de plus en plus élevées, ils n'auraient pas une structure de répartition plus ou moins riche ou complexe, ils iraient tous se mettre sur la première orbite, la plus basse. Et sans le principe de Pauli, il n'y aurait pas de chimie. Tous les atomes seraient très semblables les uns aux autres. Un autre effet est obtenu lorsqu'on applique un champ magnétique à l'atome. Donc on place l'atome dans un champ magnétique. Les électrons ayant un moment magnétique, ils vont gagner ou perdre de l'énergie dans ce champ magnétique, selon leur orientation, l'orientation de leur spin. Comme les électrons, dans une même orbitale, doivent avoir des spins différents, opposés. On vient de le voir. Ils réagissent ainsi différemment. L'un gagne de l'énergie, l'autre en perd un peu. Il en est de même aussi d'ailleurs des différents effets du moment angulaire orbital. Celui-ci est lié aux valeurs de L et de M. L donnant la valeur du moment orbital et M l'orientation. Les rayons spectroscopiques dans un champ magnétique vont donc se démultiplier. Elles deviennent beaucoup plus nombreuses. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman, qui peut être utilisé, par exemple, pour mesurer la présence d'un champ magnétique plus ou moins intense sur une étoile. Et ça, simplement en observant le spectre de la lumière qui est émis. On y reconnaît les différents atomes, les différentes raies, on voit si elles sont dédoublées, quel est l'espacement entre les lignes dédoublées, ce qui donne la valeur du champ magnétique. Et ça, simplement en regardant la lumière de l'étoile. Et donc c'est fou. C'est fou ce qu'on peut apprendre sur une étoile, rien qu'en les regardant. Bon, des instruments un peu plus sophistiqués que les yeux, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut apprendre sur les étoiles, rien qu'en les regardant. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à d'autres applications, pas tout à fait dans la prochaine vidéo, qui sont des applications plus modernes, et on va devoir pour ça parler des états intriqués, et donc dans la prochaine vidéo, nous aborderons les états intriqués. Je vous remercie.